l'appel d'Alexandre est reçu dans tout le monde grec avec ferveur. Il peut se lancer dans une des trajectoires les plus éblouissantes jamais envisagées par un homme. Elle fera de lui un demi-dieu. Nous connaissons cette chevauchée grandiose par la relation qu'en a faite, au IIe siècle de notre ère, un chroniqueur, l'historien grec Arien, dans l'Anabase. Il s'est inspiré des comptes rendus des généraux d'Alexandre. Arien relate, peut-être avec complaisance, les conquêtes d'Alexandre. Il le crédite de la volonté d'anéantir l'oligarchie pour mettre en place la démocratie. L'épopée mythique débute au printemps 334. Alexandre franchit le détroit des Dardanelles qui sépare l'Europe de l'Asie avec 180 bateaux. Le fameux passage est gardé par Troie, ville où mourut Achille. Nourri par l'Iliade et l'Odyssée, Alexandre s'agenouille sur son tombeau. La campagne de libération des cités grecques peut s'engager. Il avance avec ses 37 000 hommes vers les berges du Granique. L'armée perse l'attend de l'autre côté du fleuve. C'est la première grande bataille d'Alexandre. Nous sommes en mai 334, c'est l'heure de vérité. Ces fantassins doivent, comme s'y attendent les Perses, traverser le fleuve en s'exposant à leurs flèches. Ils décident de les surprendre en faisant donner la cavalerie. L'impétuosité de la charge déroute l'adversaire. C'est la confusion dans leurs rangs. Alexandre, après avoir réussi à franchir le fleuve sous les flèches des archers ennemis, enfonce les lignes adverses. Dans la mêlée, il échappe de justesse à la mort. L'issue de la bataille demeure longtemps incertaine, mais les Perses, acculés au pied des collines, abandonnent le terrain. Cette première victoire assure aux Grecs la possession de l'Ionie, l'Anatolie d'aujourd'hui, et leur ouvre toutes grandes les portes de l'Asie mineure. Tandis qu'Alexandre s'enfonce plus avant et multiplie les conquêtes, il découvre peu à peu un monde bien loin des idées reçues en Grèce. Il rencontre des populations qui atteignent des degrés de raffinement inconnus des Grecs eux-mêmes. Il s'interroge. Et si cet empire n'était pas ce monde barbare qu'on lui avait enseigné? Il a l'intuition que l'impérium perse repose sur autre chose que la force. Tomris Bakir dirige les fouilles sur le site turc de Dasilium, où siégeait le gouvernement perse de la région. Elle pense que c'est probablement ici qu'Alexandre a découvert l'existence du système novateur de communication et d'échange perse. Un profond réseau qui reliait toute la région à Persépolis, capitale de l'Empire. À la base de ce système, la confiance dans l'usage du sceau apposé sur les courriers pour les sceller et authentifier son expéditeur. On en a retrouvé plusieurs centaines dans les ruines de Dasilium. Ces sceaux, au nombre de 500, attestent des liens étroits entre la capitale, Persépolis, et les États annexés. Les gouverneurs des nations asservies échangeaient fréquemment des informations avec le roi de Perse. Gouverner efficacement l'immense empire perse et ses 23 provinces exigeait un système de communication efficace, des correspondances et des échanges suivis. Cela réclamait aussi une administration efficace. Dans chaque province, elle était placée sous l'autorité d'un représentant du roi, le satrape. Ce qui remontait vers le monarque relevait aussi bien du recouvrement des impôts et de l'application des lois
que des renseignements sur l'état d'esprit des populations. « 2400 kilomètres séparaient la capitale de l'Empire de sa ville la plus occidentale. La légende rapporte que les chevaux de poste couvraient cette distance en une dizaine de jours. La route royale, qui s'étendait jusqu'à Suse, était jalonnée de relais tous les 30 kilomètres. Alexandre est impressionné par l'ampleur de ce réseau sans équivalent en Grèce. Poursuivant son rêve, il se dirige vers le sud-est. Il a un rendez-vous historique avec Darius qu'il va affronter en personne pour la première fois. L'empereur perse l'attend, avec, selon la chronique, une armée de 500 000 hommes. C'est à Issos. À l'issue des combats, Darius déserte le champ de bataille, laissant capturer sa femme, ses enfants et sa mère. Contre leur libération, le Perse propose la moitié de son empire. Alexandre refuse. Il veut tout. Il s'empare du trésor de campagne de son ennemi, de son arc, de son char, et même de son manteau. Mais Darius ne s'estime pas vaincu. Il dispose encore de la quasi-intégralité d'un empire qui s'étend de l'Euphrate à l'Indus. Le verrou a sauté. La Phénicie et l'Égypte, alors sous domination perse, sont désormais à sa portée. Les 2 années qui suivent son entrée en Asie, Alexandre conquiert une 60aine de villes. Comme appelé par quelque chose de grand, il se prépare à un rendez-vous avec la civilisation égyptienne. Les pyramides ont plus de 3000 ans. À leurs pieds, il reçoit une formidable leçon politique en découvrant comment les Perses gouvernent les pays asservis. Il constate en effet que Darius, vénéré comme un pharaon, autorise les Égyptiens à pratiquer leur religion et manifeste un profond respect pour leur langue et leur culture. Alexandre est également fasciné par la manière dont les Perses ont mis en valeur ces terres arides. Le Sahara entoure l'Égypte habitée. L'archéologue français Michel Wuttmann dirige les recherches dans les ruines de Haï Manawir. En fouillant des douves, il y a une dizaine d'années, il a mis à jour un procédé de captation et d'adduction d'eau datant de l'époque de la domination perse en Égypte. Sur le premier site exploré, il a ainsi dévoilé sur plusieurs kilomètres des puits verticaux régulièrement espacés d'une quinzaine de mètres. À leur base, il a découvert une galerie d'environ 60 cm de large, creusée dans la roche à 9 mètres de profondeur. Nous sommes dans une partie drainante de la Kanat, c'est-à-dire une partie où l'eau suinte du réservoir, qui est le grès, est rassemblée dans le fond de la galerie. Cette eau est collectée sur toute la longueur et s'achemine par la pente très faible du tunnel vers la sortie. Elles sont creusées à l'époque de la domination perse en Égypte. Ce sont à l'heure actuelle les seules dont on peut dater le creusement. Alors évidemment, franchir le pas pour dire que c'est une technique importée du monde iranien, cela paraît logique, cela paraît probable, mais évidemment, il manque un maillon pour établir définitivement ce fait.